Bonjour à vous voyageurs. Dan Rivera, figure centrale de l'investigation paranormale, nous a quittés le 13 juillet 2025 alors qu'il était en tournée avec la fameuse poupée Annabelle. Véritable malédiction ou simple coïncidence? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde étrange des objets hantés. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'anecdotes et de faits assez surprenants à creuser. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Imaginez un petit village du sud de l'Italie au milieu du XVe siècle. Les cloches résonnent, les fleurs s'accrochent aux fenêtres. Et dans l'air flotte ce parfum d'herbes sèches et de vin sucré qu'on ne trouve que dans les campagnes du sud. Ce jour-là, tout le village est réuni pour célébrer l'union d'une jeune femme dont on a oublié le nom. Une mariée comme tant d'autres, vêtue de lin blanc et les mains pleines de promesses. Parmi les nombreux cadeaux qu'elle reçoit, il y a un vase. Pas un de ces objets riches en ornements comme le cristal de roche qu'avait offert Aliénor d'Aquitaine à son époux 3 siècles plus tôt. Non. Celui-ci est en argent, massif, froid, sans aucune inscription. Juste un vase, vide et silencieux. Personne ne sait qui lui a offert, mais la mariée l'emmène dans sa chambre comme on range un bijou discret ou un secret. Quelques heures plus tard, alors que la cérémonie s'apprête à commencer, on ne la trouve pas. Son fiancé la cherche. Il monte à l'étage, pousse la porte et la trouve. Elle est là, étendue sur le sol, les yeux grands ouverts. Et dans ses bras, serrés contre sa poitrine, dans un dernier souffle, le vase. Cette histoire, elle est racontée dans plusieurs archives locales du sud de l'Italie. Mais elle a aussi été reprise dans des archives et des histoires contemporaines, comme celle du site Fatsologie, qui a retracé les grandes étapes de ce qu'on appelle aujourd'hui la malédiction du vase de Bassano. Cet objet, c'est un vase massif d'environ 2 kg, avec aucune gravure, aucune inscription pouvant nous indiquer son origine, avec une surface lisse, terne, presque aveugle, comme s'il refusait lui-même de refléter le visage de celui qui le tient. Et pourtant, il a été transmis de main en main, dans la famille d'abord, puis chez des collectionneurs. Et partout où il est passé, la même chose semblait se produire. Des morts brutales et inexpliquées. Pas de maladie connue, pas d'explication convaincante, juste une succession de morts silencieuses, comme un mauvais sort, qui se transmettait à chaque héritier. Un jour, peut-être lassés de voir les membres de la famille disparaître les uns après les autres, les héritiers décidèrent de préserver les vivants. On raconte qu'ils auraient caché le vase. Certains parlent d'un grenier familial, d'autres d'une cachette souterraine. D'autres encore disent qu'il aurait pu être enterré dans un sol consacré pour tenter de briser la malédiction. Mais les précautions n'ont fait que retarder l'inévitable. En 1988, le vase refait surface. Et ce, littéralement. Selon les versions, on raconte que soit il a été exhumé du sol, soit il a été retrouvé dans une vieille armoire. Et là, il attire l'attention. On se met alors à l'examiner et on trouve à l'intérieur un petit papier où il est écrit « Attention, ce vase apporte la mort ». C'est un papier écrit à la main et il n'y a rien d'autre dessus. Malgré tout ça, personne n'a renoncé à vendre un tel objet qui pouvait être lié à des légendes aussi fantastiques. La note fut ignorée et le vase fut mis aux enchères. Il se vendit pour 4 millions de lire, soit l'équivalent de plusieurs milliers d'euros. C'était un prix élevé, payé au prix fort, puisque la malédiction reprit. Le premier à acquérir le vase fut un pharmacien napolitain. Un homme discret, sans histoire, amateur d'art ancien. Il conserva le vase pendant 3 mois chez lui avant d'être retrouvé mort. Aucune cause immédiate n'est identifiée, pas d'agression, pas de signe clinique préalable, juste un décès étrange, un peu comme pour la victime d'Annabelle. Puis vint un chirurgien de 37 ans. Intrigué par l'aura mystérieuse de l'objet,
il le rachète, convaincu que les rumeurs ne sont que folklore. Et il meurt 2 mois plus tard, sans explication. Alors là, évidemment, notre rationalité se met en route. On se dit que c'était un chirurgien, donc proche de la médecine. Peut-être qu'il avait accès à des médicaments ou à des drogues. Une overdose aurait-elle pu avoir raison de lui ? À ce stade, on essaye vraiment de comprendre ce qu'il se passe. Et puis, comme si rien ne pouvait enrayer ce cycle, le vase est à nouveau vendu. Et cette fois-ci, c'est un archéologue passionné de Renaissance italienne. Pour lui, ce vase n'est pas une menace, mais une pièce rare, témoin d'un passé oublié. Il l'installe dans sa collection privée avec fierté, et 3 mois plus tard, il meurt à son tour. Véritable malchance ou malédiction ? À ce stade, le vase traîne derrière lui une réputation peu reluisante. Les journaux locaux en parlaient, les collectionneurs l'évitaient, et malgré tous les efforts de la famille pour le revendre, personne ne voulait plus en entendre parler. Surtout pas au prix payé par l'archéologue. Mais il fut tout de même vendu une dernière fois. Le nouvel acquéreur, dont on connaît peu de choses, ne resta pas longtemps en possession du vase. Il mourut à son tour, et ce dans des circonstances toujours aussi opaques. Cette fois, les rumeurs explosent et plus personne ne doute que l'objet est maudit. Exaspéré, l'un des membres de la famille, dans un geste de désespoir ou peut-être de rage, l'aurait jeté par la fenêtre. Le projectile atterrit sur la tête d'un policier en patrouille. Miracle ou clin d'œil moqueur du destin, il en réchappa. Il n'est qu'une contusion sans gravité. Mais là où l'histoire devient vraiment risible, c'est qu'il décide alors de mettre une amende à la famille pour avoir jeté un objet dangereux par la fenêtre. La famille accepte l'amende, mais refuse de reprendre le vase. Désormais en possession des forces de l'ordre, le vase devient un objet pour le moins encombrant. La police tente de le confier à divers musées dans la région et à chaque fois, il se retrouve avec la même réponse « Non merci ». On ne veut pas d'objets maudits dans nos vitrines. Le vase ne sera donc jamais exposé et son sort exact demeure à ce jour assez flou. Certains disent qu'il aurait été enterré à nouveau dans un lieu tenu secret. D'autres murmurent qu'il aurait été caché dans un cimetière, enfoui sous une tombe anonyme pour qu'on n'ose plus jamais le déterrer. La vérité, c'est qu'on ne sait pas et c'est peut-être mieux ainsi. Quelques photos nous restent de cet objet, mais sur le reste, tout est assez mystérieux. Et il faut bien avouer que cette histoire est tout simplement complètement dingue. Toutes les personnes qui ont tenté de démêler le vrai du faux quand il s'agit du vase de Bassano se sont confrontées au même problème. Des informations fragmentaires, aucune date vraiment vérifiable, des noms absents ou contradictoires, et surtout un objet qui a totalement disparu des radars. Aujourd'hui, à part les photos que je vous ai mentionnées et qui sont pour la plupart assez floues, il ne reste que ces témoignages transmis de génération en génération. Et peut-être cette incertitude est ce qui le rend encore plus fascinant. En fait, moi, ça me rappelle un peu ces histoires de Philippe K. Dick dans Ubik, où des objets a priori complètement inoffensifs sont infectés par la mort, comme si des fragments d'âme s'y accrochaient pour continuer à hanter les vivants. Et ce vase silencieux semble remplir un peu toutes ces conditions, au sens où un vase, de prime abord, ça n'a pas l'air d'être un objet hanté. Et celui-ci en particulier n'avait rien d'inquiétant, pas de visage peint, pas de symbole, pas de texte ou de gravure dessus qui puisse paraître étrange, pas d'aura sinistre au final. Juste un objet du quotidien en argent, lisse et silencieux. Et moi je trouve que c'est ça le plus troublant finalement. Parce que quand on pense à un objet maudit ou hanté, on pense à quelque chose d'un peu plus impressionnant. Une sorte de relique, d'artefact qui pourrait nous relier au passé, peut-être assez sombre, qui pourrait venir des entrailles de la terre. Quelque chose de rare, de classieux et dangereux. Et justement, il y a un objet qui coche toutes ces cases. Un diamant noir, un joyau nommé l'œil de Brahma. On dit qu'il aurait été volé à un dieu. C'est un objet magnifique et mortel. Le Black Orlov, aussi nommé œil de Brahma,
est un objet unique au monde. C'est un diamant noir, une pierre à l'éclat extrêmement profond qui semble, à vrai dire, avaler la lumière au lieu de la refléter. La légende raconte qu'il aurait été arraché à une statue sacrée dans un temple dédié à Brahma en Inde. Un vol sacrilège et avec lui le début d'une longue malédiction. Mais avant d'aller plus loin, on va faire une petite introduction sur les diamants qui sont des minéraux vraiment très particuliers. Les diamants sont, vous le savez certainement, une des pierres les plus convoitées de notre planète. Nés dans les profondeurs de la Terre, à plus de 150 km sous terre, ils se forment lorsque du carbone pur est soumis à une pression et une température extrême. Il leur faut parfois plus d'1 milliard d'années pour remonter à la surface et ils sont avant cela piégés dans des structures que l'on appelle des kimberlites. Les kimberlites, ce sont en fait des sortes de roches volcaniques. Leur éclat est légendaire et elle vient d'une structure cristalline absolument parfaite. Et contrairement aux idées reçues, tous les diamants ne sont pas incolores. Il existe des diamants jaunes, roses, bleus et même verts, selon les impuretés ou les radiations qu'ils ont rencontrées pendant leur longue gestation. Et puis, il y a les diamants noirs. Ce sont des pierres à l'éclat mat et mystérieux que l'on appelle parfois des carbonados. Leur surface semble absorber la lumière plutôt que de la renvoyer et ils sont constitués de milliers de microcristaux soudés entre eux, ce qui leur donne cet aspect granuleux et extrêmement profond. Certains scientifiques avancent même qu'ils pourraient venir d'anciennes météorites, ce qui ajoute encore plus à leur aura presque surnaturelle. Alors les diamants noirs sont beaucoup moins courants que les diamants transparents classiques que l'on connaît. La plupart viennent du Brésil et de la République centrafricaine. Ils représentent une fraction infime de la production mondiale de diamants. Leur couleur provient d'inclusions d'hématite et de graphite ou parfois de la structure polycristalline unique que l'on appelle carbonado. Mais revenons à la malédiction du Black Orloff. C'est certainement l'un des diamants noirs les plus connus et les plus controversés. Selon la légende, lors du 19e siècle, la pierre aurait été enchâssée dans une statue du dieu hindou Brahma dans un temple situé à Pondichéry, dans le sud de l'Inde. Puis s'ensuit un vol sacrilège, commis peut-être par un moine ou par un prêtre jésuite, qui aurait déclenché une malédiction instantanée. Les premiers propriétaires auraient succombé à des destins tragiques, comme si les dieux avaient demandé réparation. Le Black Orloff, aujourd'hui, pèse 67,50 carats et il faisait autrefois partie d'un diamant brut bien plus imposant de 195 carats, dont on retrouve les traces en Inde jusqu'au 19e siècle. Concernant l'origine de ce diamant, est-ce vraiment plausible ? Parce que de nos jours, de nombreux géologues restent sceptiques. Ils précisent notamment qu'aucun diamant noir naturel n'a jamais été trouvé en Inde. Donc, comme je vous l'ai dit, les gemmes proviennent principalement du Brésil et d'Afrique, qu'aucune archive historique ne confirme la présence réelle de ce joyau dans un temple hindou, ni l'existence d'un vol officiel, et eux précisent que ces légendes auraient pu s'avoir avec une sorte de folklore moderne ou un storytelling autour de la pierre en question. Et maintenant, abordons sa malédiction. Le joyau aurait traversé les continents de main en main comme une sorte de tentation fatale. Au fil des temps, les propriétaires se succèdent et disparaissent. Parmi les plus célèbres, il y a eu Nadia Viegin-Orloff, princesse russe, qui se serait défenestrée à New York en 1947 avec le diamant au cou. Alors qui était-elle exactement ? Sachant qu'elle a quand même donné son nom au diamant en question. On l'a présentée comme une aristocrate russe, que l'on nommait princesse, qui s'était réfugiée à Rome après la révolution de 1917. Et on raconte qu'en novembre 1947, Nadia aurait sombré dans la dépression après être rentrée en possession du Black Orloff et qu'elle se serait jetée par la fenêtre, mettant fin à ses jours. Mais là encore, les recherches historiques doutent de cet événement. En fait, essentiellement parce qu'on ne retrouve aucune princesse
portant ce nom à l'époque. Ceci dit, on peut imaginer que le titre de princesse fut un titre honorifique. Alors, véritable héritière ou fantôme de l'histoire? En tout cas, son destin semble fortement lié à la malédiction de ce diamant noir. Il est aussi généralement affirmé qu'une autre personnalité de la noblesse russe, la princesse Léonila Galistine Bariensky, aurait fait de même un mois avant Nadia. Mais là encore, cette version a été controversée. Il existe des preuves qu'une femme est décédée en 1918 en Suisse à l'âge de 102 ans, mais c'était bien avant les événements présupposés. Mais après la tragédie entourant princesse Nadia, la pierre semble poursuivre sa route, changeant de main comme une sorte de fardeau qui pourtant émerveille et scintille dans les yeux des gens qui souhaitent s'en emparer. Et il y a aussi une autre personnalité qui est liée au destin de ce bijou. Il s'appelle J.W. Paris. C'est un homme d'affaires américain qui était aussi un diamantaire. C'est en 1932 qu'il a traversé l'Atlantique et a ramené justement la pierre à New York, espérant la vendre à un collectionneur fortuné. La vente semble difficile, mais il arrive à conclure. Mais quelques jours plus tard, la rumeur veut que ce fameux J.W. Paris se soit lui aussi jeté d'un gratte-ciel de la Fifth Avenue. On raconte qu'il aurait laissé 2 lettres, l'une à sa femme, l'autre à un joaillier. Leur contenu demeure à ce jour inconnu, ce qui continue d'alimenter la rumeur de la malédiction. Mais là encore, aucun journal new-yorkais n'évoque de jumper, de sauteur, à l'époque correspondant à ce drame, et les rares recoupements concernant ce monsieur Paris laissent plutôt à penser qu'il traversait de graves difficultés financières. Du coup, on se demande si ce n'est pas tout simplement une terrible tragédie humaine qui aurait tourné à la légende et aurait nourri l'histoire d'une malédiction. Quoi qu'il en soit, ce récit vient renforcer la légende d'une pierre maudite dont les propriétaires finiraient par sombrer sous un point invisible. Face à cette réputation de diamant maudit, les collectionneurs peinaient à trouver une solution. Ils étaient superstitieux, effrayés, ils n'arrivaient pas à le revendre. Une solution radicale a donc été proposée. Il a été décidé de retailler le diamant. Car selon certaines croyances, diviser un objet maudit en plusieurs morceaux pourrait rompre son lien avec les forces occultes. Le Black Orlov, qui était autrefois un imposant diamant brut de 195 carats, a donc été taillé en 3 pierres. La principale, de 67,5 carats, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui et que l'on peut encore admirer. Les 2 diamants plus petits auraient été, selon les différentes versions que j'ai trouvées, soit intégrés à des bijoux qui ont été dans des collections privées, soit tout simplement furent perdus dans l'oubli, peut-être enterrés ou détruits. Quoi qu'il en soit, cette idée semble avoir marché, puisqu'après cette manipulation, la malédiction du Black Orlov s'est arrêtée. Après la taille et la dispersion de ces fragments, l'histoire de cette gemme devient assez floue. Pendant près de 2 décennies, la trace du diamant se perd avant de réapparaître dans les années 1960 entre les mains de la famille Kazadjian, célèbre marchand de pierres précieuses à Los Angeles. Puis à nouveau, il disparaît dans des collections privées nourrissant le mystère. Il fallut attendre le début des années 2000 pour qu'il refasse surface, et c'est Dennis Pettimezas, un joaillier de Johnston en Pennsylvanie, qui le confie finalement à la prestigieuse maison Christie's. Christie's est en charge des enchères. Le Black Orlov est vendu le 11 octobre 2006 pour la somme faramineuse de 352 000 $. Depuis, aucun drame, aucune tragédie, aucun propriétaire a disparu dans des circonstances étranges. Peut-être que la malédiction s'est enfin tue ou qu'elle attend tout simplement son prochain chapitre. Après tout, ne dit-on pas que les diamants sont éternels? Alors ces histoires de diamants maudits ont une résonance profonde dans la culture de l'horreur. Elles rappellent les récits de Lovecraft où des objets apparemment inertes deviennent vecteurs de malédiction. Il y a par exemple la nouvelle qui s'appelle « Le modèle de Pickman » qui date de 1927 où on retrouve cette idée des artefacts dangereux chargés d'une présence invisible
capables de contaminer l'esprit de ceux qui les approchent. Et le Black Orlov, avec son cortège de drames, pourrait tout à fait trouver place dans ce genre de récit. Alors il faut savoir que ce n'est pas le seul diamant entouré d'une aura mystérieuse, voire hantée. Il y a le diamant Hope, qui est un diamant bleu, qui est probablement le plus célèbre des diamants maudits, dont l'origine supposée serait là aussi un temple en Inde, car il aurait été volé sur une statue de la déesse Sita. Plusieurs propriétaires connus ont eu des destins tragiques, ruines financières, exécutions, accidents mortels. Il est aujourd'hui exposé au Smithsonian Institute à Washington, mais l'aura de malédiction persiste. Il y a aussi le diamant blanc, le Koh-i-Noor, qui signifie montagne de lumière, qui est aujourd'hui dans les joyaux de la couronne britannique. Selon la légende correspondant au Koh-i-Noor, tout homme qui le portera trouvera la mort ou la ruine. Et encore aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle seules les femmes, les reines, portent ce joyau. Et puis, il y a le régent, qui est aussi un diamant blanc. Les diamants blancs, c'est pour les diamants transparents, qui a été découvert là aussi en Inde au XVIIe siècle, qui a été volé, ensanglanté et a fini par orner la couronne de Louis XV. Après la Révolution, plusieurs de ses propriétaires ont été exécutés ou assassinés, et aujourd'hui, il est exposé au Louvre. Ces pierres ont en commun une aura fatale, mais aussi une part d'ombre. Combien de ces morts sont réelles et combien ont été amplifiées par notre propre peur? Et c'est là que notre voyage va prendre une pause rationnelle. Parce que parfois, ce n'est pas un objet maudit, une malédiction qui tue, mais la peur elle-même. Nous sommes à Londres en 1803. Les nuits d'hiver sont glaciales et les ruelles de Hammersmith sont plongées dans une obscurité presque totale. Les réverbères à l'huile éclairent à peine la brume qui s'accroche au pavé. Depuis plusieurs semaines, les habitants murmurent. On raconte qu'un fantôme hante le cimetière de la paroisse. Blanc, filiforme, silencieux, il surgirait entre les pierres tombales pour terroriser les passants. Certains jurent avoir vu des yeux lumineux et d'autres affirment qu'il se volatilise dès qu'on tente de l'approcher. Hammersmith fait aujourd'hui partie du Grand Londres, mais c'était à l'époque un petit village à environ 8 km à l'ouest de la ville. Les rumeurs hantent. On parle d'un spectre qui hante donc le cimetière local, qui serait drapé dans un tissu blanc ou même une peau de veau avec des cornes ou des yeux en verre. La peur s'installe, grandit et se nourrit d'elle-même. Ce fantôme provoquerait des attaques nocturnes, notamment sur 2 jeunes femmes, dont une enceinte, terrifiée au point de presque mourir de frayeur. Un témoin, nommé Thomas Groom, affirme avoir été saisi par la gorge par une apparition venant de derrière une tombe. On évite de sortir la nuit. On ferme les volets. On s'arme de crucifix et de mousquets afin de se protéger et de protéger sa famille. Et très rapidement, la rumeur du fantôme se transforme en véritable psychose collective. Des patrouilles armées de volontaires se forment pour pourchasser le spectre et surveiller le village. Ce genre de peur qui prend toute une communauté à la gorge n'est en fait pas unique dans l'histoire. Elle rappelle un épisode de l'époque médiévale célèbre, les danses de Saint-Guy ou les épidémies de danse dont j'avais déjà parlé sur cette chaîne et où des groupes entiers se mettaient à tourbillonner dans les rues jusqu'à épuisement et parfois jusqu'à la mort. En 1518, à Strasbourg, une femme nommée Frau Trophea se met à danser seule dans la rue sans s'arrêter. Bientôt, les jours passent et elle est rejointe par d'autres personnes. Des dizaines de personnes se mettent à tournoyer, à danser avec elle, incapables de contrôler leur corps. Ils dansent jusqu'à l'épuisement, certains s'écroulent, d'autres meurent de crise cardiaque ou d'attaques liées à l'effort.
Les chroniques ont alors parlé d'une centaine de danseurs, piégés dans ce qui semble être une transe collective. Certains y ont vu une malédiction divine, d'autres une hystérie de masse, amplifiée par la peur et la contagion psychologique. Un phénomène qui peut sembler absurde, mais qui montre aussi jusqu'où la croyance et la panique peuvent mener. Et c'est bien là que nous revenons à Hammersmith, alors que cet épisode tourne au drame et où la peur devient meurtrière. Le 3 janvier 1804, une tragédie frappe. Le brigadier Francis Smith, armé d'un fusil, ouvre le feu sur une silhouette blanche qu'il prend pour le fantôme. Il tue Thomas Millwood, un maçon vêtu de blanc de la tête aux pieds, recouvert de poussière et de plâtre. Francis Smith comparut à la Old Bailey pour homicide. Son argument de défense, il croyait affronter le fantôme. Verdict, il a été jugé coupable de meurtre, mais grâce à un vice-roi, sa peine fut commuée en 1 an de travaux forcés. Et là où cette histoire touche un point absolument dramatique, mais aussi fascinant, c'est qu'un cordonnier local nommé John Graham a reconnu être l'homme derrière le costume du fantôme. Il expliqua qu'il voulait effrayer ses apprentis sans imaginer qu'il déclencherait une vague de panique menant à la mort d'un innocent. Et ce qu'on peut en retenir, c'est que parfois nos croyances elles-mêmes peuvent devenir meurtrières. La peur suffit pour transformer un drap blanc en fantôme et une simple rumeur en arme fatale. Et alors une question se pose. Qu'est-ce qui distingue un objet hanté d'un objet qui fait tout simplement peur? Un vase en argent, un diamant noir, une poupée ou même parfois un drap blanc. La différence dans certains cas ne tient qu'à notre imagination. Et c'est là justement que nous retrouvons Annabelle, la plus célèbre des poupées maudites, qui, malgré la vitrine scellée et des avertissements, continue d'alimenter des peurs et des drames. Parmi tous les objets maudits qui fascinent et effraient, Annabelle est devenue une icône. À l'origine, ce n'est qu'une poupée Raggedy Ann en tissu avec un visage rond, des yeux noirs et des cheveux de laine rouge. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était justement que les poupées Raggedy Ann, dont à l'aspect Annabelle? Ce sont des poupées qui ont été créées en 1915 par Johnny Gruelle, qui ont été popularisées dans les années 1920 et qui aux États-Unis sont l'objet de beaucoup de nostalgie. Elles ont un corps en tissu mou, rembourré de coton, un visage cousu avec un grand sourire rouge, des yeux noirs et un triangle rouge pour le nez. Les cheveux sont en laine rouge, généralement en forme de bobine ou de mèche souple. Elles portent souvent une robe à fleurs et un tablier blanc qui sont le style campagnard américain. Leur esthétique, elles ont un look très enfantin, chaleureux et innocent. Elles sont typiques des objets faits maison du début du XXe siècle. Et c'est justement ce contraste entre une poupée qui est très mignonne et qui semble inoffensif en apparence qui rend Annabelle particulièrement perturbante lorsqu'on l'associe à une sorte de possession démoniaque. Selon la légende, Annabelle aurait été possédée par l'esprit d'une petite fille avant de se révéler bien plus dangereuse que prévu. Dans les années 1970, le couple mondialement connu des Warren est appelé pour enquêter sur Annabelle. Et c'est eux, les Warren justement, qui ont conclu que la poupée ne contiendrait pas l'âme d'une enfant, mais qu'elle servirait de canal à une entité malveillante capable de blessures physiques et de phénomènes violents. Après plusieurs incidents, dont l'attaque d'un motard qui se serait moqué d'elle, les Warren décident d'enfermer Annabelle dans une vitrine scellée avec une pancarte claire « Warning, positively, do not open ». Ça veut dire « Attention, n'ouvrez à aucun prix, absolument pas ». Alors, ce sont les films Conjuring qui datent de 2013 et Annabelle. Il y a eu 3 films Annabelle, 2014, 2017 et 2019, qui ont transformé cette poupée Raggedy Ann en poupée de porcelaine terrifiante, avec un impact massif sur la pop culture. Bien avant, il y avait eu
Chucky, dont le titre original est Child's Play, qui a été fait en 1988 et qui a eu des suites, lui avait ouvert le concept de la poupée possédée meurtrière, marquant d'ailleurs des générations. Et puis bien avant, il faut savoir qu'en 1963, un épisode de la série mythique The Twilight Zone avait eu un épisode The Living Doll avec une poupée qui s'appelait Talkie Tina, Tina la bavarde, qui parle et menace son propriétaire. Annabelle est restée sous verre pendant des décennies, visitée par les curieux au Warren's Occult Museum, le musée occulte des Warren, jusqu'à ce qu'elle soit réouverte, jusqu'à ce qu'elle soit baladée, on va le dire clairement, pour la tournée qui s'appelle Devil's on the Run, qui a toujours lieu aujourd'hui, en 2025, on est début août 2025, et elle devait avoir pour objet de présenter Annabelle dans plusieurs expositions temporaires à travers le pays. Et puis, survint le drame. Gettysburg, juillet 2025. Un collectionneur et enquêteur passionné, réputé pour sa rigueur et sa prudence, participe à une exposition dédiée aux objets paranormaux. Devant lui, derrière sa vitre scellée pour l'occasion, la poupée Annabelle. Selon les témoins, l'homme a observé la poupée longuement, il a pris des notes, il a discuté avec les organisateurs, puis quelques heures plus tard, il a été retrouvé inanimé, victime d'un malaise soudain. Et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Annabelle aurait frappé à nous. Toute ma compassion va à la famille et aux proches de Dan Rivera qui ont été touchés par ce drame. De nombreux messages de soutien et d'affection ont inondé Internet et à raison. Dan Rivera avait 54 ans. Il dirigeait la tournée Devil's on the Run avec la poupée Annabelle. Cette tournée était organisée par la New England Society for Psychic Research. Dan était également vétéran de l'armée américaine et mentoré par Lorraine Warren. Les autorités déclarent qu'aucun acte suspect ou violence n'a été observé sur les lieux. La poupée Annabelle n'était pas présente dans la chambre lors de sa mort. L'organisation a annoncé que, malgré la perte de leur enquêteur principal, la tournée se poursuivrait en son honneur, en mémoire du travail de Ed et Lorraine Warren. Alors était-ce une simple coïncidence? Une fatigue mal gérée, stress d'un passionné au milieu d'un événement chargé d'émotions, ou bien une entité qui aurait encore trouvé une brèche pour frapper? Il faut dire que l'imaginaire autour des poupées est puissant. Ce sont des objets censés rassurer, représenter l'innocence, parfois tenir compagnie aux enfants, et la peur de l'objet inanimé, surtout quand il prend une forme humaine comme une poupée, a été exploitée en fait dans de nombreuses œuvres. Alors il y a eu notamment les animatroniques possédés du jeu vidéo Five Nights at Freddy's, qui transforment les pizzerias familiales en cauchemars vivants et qui rappellent que même un simple jouet peut devenir terrifiant dès qu'il semble nous observer. Mais il y a surtout Layers of Fear, un jeu vidéo d'horreur psychologique qui est sorti en 2016, qui a été développé par le studio polonais Blobber Team. Dans Layers of Fear, on incarne un peintre en proie à la folie qui erre dans un manoir victorien chargé de secrets et de souvenirs perturbants. Le jeu à la première personne est un mélange d'exploration et d'énigmes qui transforme peu à peu les objets familiers, des peintures, des mannequins, des poupées, en vecteurs d'angoisse. Alors, le jeu explore à fond les concepts de peur psychologique et bien sûr l'Uncanny Valley, ce qui est exactement ce que suscite l'idée d'une poupée maudite. Il y a toute une partie d'exploration psychologique avec une peur des monstres qui vient moins du fait qu'ils soient visibles que de l'ambiance et d'une forme d'instabilité mentale. Il y a des objets inanimés assez inquiétants, des poupées, des mannequins, des peintures qui semblent regarder le joueur ou bouger quand on détourne les yeux. Puis il y a cette sensation que les jouets ont une vie propre, exactement comme Annabelle ou un objet maudit dans un musée. Du coup, Layers of Fear incarne parfaitement cette peur primitive des objets familiers
qui deviennent étrangers. C'est en fait une expérience sensorielle et mentale plus qu'un simple jeu d'horreur. Et ça nous plonge dans la même expérience que vivent ceux qui approchent un objet maudit. En fait, c'est une frontière entre nos peurs et les fantasmes qu'on projette sur des objets inanimés, avec la troublante possibilité que des fragments du vivant, des éclats d'âme, puissent persister dans ce genre d'objet. Alors après toutes ces histoires de vases maudits, de poupées hantées, de diamants noirs, une question reste en suspens. Sommes-nous victimes de notre propre imagination et prisonniers de nos croyances? Ou bien certains objets sont-ils capables de retenir une part du vivant, prêt à frapper au moment où on s'y attend moins? Et vous? Oseriez-vous approcher Annabelle? Ou même simplement poser la main sur un objet que l'on dit maudit? Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette aventure. Comme d'habitude, je vais vous laisser ici et là des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre monde. Si vous trouvez le bouton like en train de marcher le soir dans un cimetière effrayant, n'hésitez pas à l'attraper avec un filet à papillons. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis ciao. Il y a quelqu'un? C'est qui? Ah, facile.